Dernière partie de ce thème sur le patrimoine et donc de l'étude de cas sur le patrimoine français avec le dernier jalon sur le patrimoine, facteur de rayonnement culturel de la France dans le monde et objet d'action diplomatique, en commençant par une sous-partie introductive sur le patrimoine, facteur de soft power. En effet, ce qui est important de relever, c'est que le tourisme représente 5% du PIB français, et même 7,5% avant la pandémie de Covid. Faisant de la France le premier pays touristique au monde, tout du moins en nombre de touristes, puisque la France a chaque année plus de touristes que d'habitants dans le pays. Plus de touristes visitent la France qu'il n'y a d'habitants en France. Mais ce bon score ne doit pas faire oublier que cela n'est pas forcément le tourisme le plus rentable au monde, puisque dans les touristes français, il y a beaucoup de touristes frontaliers, notamment des touristes professionnels qui traversent la France pour des raisons professionnelles, soit parce qu'ils travaillent à la frontière, soit parce que ce sont des routiers et donc qui sont amenés à traverser la France. Or, ce tourisme frontalier dépense beaucoup moins que du tourisme d'agrément. En effet, si on prend la définition officielle, un touriste est toute personne passant au moins une nuit dans un pays étranger. Ce qui implique donc, comme je vous l'ai dit, les camionneurs. Donc attention, quand on parle de la France comme première destination touristique au monde, c'est vrai en nombre de touristes, mais ce n'est pas vrai en nombre d'économies touristiques. Certains pays, notamment les États-Unis, ont une économie touristique qui rapporte beaucoup plus que le tourisme français. De sorte que la France est le 3e pays en termes de revenus touristiques avant la pandémie de Covid-19. Où les chiffres sont un peu rebattus et sont en train de revenir à la normale au moment où je tourne cette mise à jour du chapitre. Dans le cadre du patrimoine, il y a un élément important qui fait l'objet d'une stratégie politique s'appuyant sur un principe, celui des labels. Alors qu'est-ce que c'est un label ? Une pratique marketing consistant à donner un titre à un produit afin de certifier sa qualité, afin de le distinguer. Vous lui donnez un titre qui va permettre de distinguer la qualité reconnue des produits qui portent ce label. Et ce label, il est utilisé de diverses manières, notamment, et même en grande partie principalement pour les produits agricoles, mais aussi pour des choses plus générales comme on l'a déjà vu, avec le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais qui porte le label de patrimoine vivant. Le patrimoine vivant étant une étiquette donnée pour valoriser le savoir-faire industriel ou artisanal, industriel dans le cas présent, de certains territoires afin de les distinguer pour leur qualité, pour leur spécificité. Mais, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on parle de label, on parle surtout de labels concernant des produits alimentaires. Et il est pratiqué dans l'agriculture pour distinguer les terroirs avec les labels AOP, appellation d'origine protégée, pour désigner par exemple les terroirs de Champagne ou du Bordelais. Or, cette politique de label des AOP est adaptée et repris, est adoptée par l'Union européenne qui met en place les AOC, appellations d'origine contrôlée, qui est tout simplement l'équivalent européen des AOP françaises. Donc on a une labellisation d'un certain nombre de produits du terroir, agricole et agroalimentaire, qui font l'objet d'une appellation contrôlée, où ils doivent forcément avoir une origine géographique, quelle qu'en soit la marque, quel qu'en soit le producteur, et respecter un cahier des charges précis pour recevoir cette appellation, au niveau français en termes d'AOP et au niveau européen en termes d'AOC. Néanmoins, puisqu'on fait de la géopolitique aussi, il est intéressant de noter que les AOP font l'objet d'une rivalité internationale et que de nombreux pays refusent de reconnaître ces appellations. En effet, les AOP permettent à la France et à l'Europe de distinguer le savoir-faire agricole d'une région. Chose qui est critiquée par d'autres pays car empêche toute concurrence du produit, étant donné que un produit portant une AOP ne peut pas être importé d'un autre territoire. Il peut être fait uniquement dans le territoire désigné. Et donc des pays qui n'ont pas cette AOP et qui veulent profiter du nom prestigieux de certains produits refusent de les reconnaître afin de pouvoir développer une concurrence et appeler les produits avec la même appellation.
En effet, il y a beaucoup de pays qui aimeraient jouir du prestige du nom de certains produits pour les fabriquer eux-mêmes. Exemple, le champagne. Beaucoup de pays, les États-Unis, la Russie, la Nouvelle-Zélande, produisent des vins effervescents et les appellent champagne. Alors qu'en Europe, si vous ne produisez pas dans les vignobles de Champagne, qui sont délimités géographiquement et qui répondent à un cahier des charges, vous n'avez pas le droit de vous appeler champagne. Or, tout un tas de pays aimeraient eux aussi profiter de la notoriété commerciale du champagne, du marketing qui est autour, et donc vendre des vins, disons, de recettes équivalentes selon eux, sous l'appellation champagne, et donc ne reconnaissent pas les appellations d'origine protégée ou contrôlée, car pour eux, c'est tout simplement un moyen d'empêcher la concurrence. C'est une mesure protectionniste que du coup, ils ne reconnaissent pas et font leur propre champagne, mais qui n'est absolument pas fabriqué en Champagne. Au-delà des enjeux purement économiques, les AOP et les labels, de manière générale, permettent de faire connaître et de donner une image pittoresque de la France à l'international, avec un patrimoine qui est mis en valeur lors de grands événements comme les JO qui se déroulent en 2024 en France, mais aussi de manière beaucoup plus régulière par le Tour de France, troisième événement le plus regardé au monde après les Jeux Olympiques donc et la Coupe du Monde de football, qui est donc médiatisé dans le monde entier et qui médiatise les campagnes et le paysage français. En effet, quand vous regardez le Tour de France, quand le monde entier regarde le Tour de France à la télé, il regarde autant des coureurs pédaler pendant des heures que des grands plans aériens qui montrent les villages et les paysages traversés par les différentes étapes du Tour. Et tous ces éléments sont donc un outil de soft power particulièrement notable pour la France, qui lui permet d'attirer un certain nombre d'événements internationaux grâce au prestige de certains lieux de son territoire. Prestige de ces lieux donc qui attirent, qui font que certains événements, cherchant à se mettre en valeur, cherchant eux-mêmes du prestige, vont vouloir se dérouler dans des lieux prestigieux, donnant autant d'occasions d'avoir des grandes décisions prises en France et donc plus facilement influençables. Comme l'illustre l'accueil de chefs d'État à Versailles, Paris étant la première destination de congrès internationaux d'affaires au monde. Donc au cas où vous n'auriez pas compris ce que j'essaie de vous expliquer, la France et Paris, mais la France même de manière générale, bénéficient d'une image très prestigieuse dans l'imaginaire collectif. Et donc tout un tas d'événements qui cherchent aussi à se dérouler dans des lieux prestigieux, à avoir du cachet, vont être incités, vont être attirés à se dérouler dans des lieux d'accueil français. Versailles, le Grand Palais, des vignobles bordelais. Et donc tout un tas d'événements où se prendre des grandes décisions internationales vont se dérouler, vont se localiser dans des lieux français pour son prestige, pour le cachet, pour le caractère prestigieux qu'apporte le fait d'être dans des lieux de patrimoine mondialement connus, ce qui donne donc autant d'occasions à la diplomatie ou au milieu des affaires français pour influencer ces événements davantage en sa faveur. Puisque les dirigeants des grandes entreprises, des grands pays, de grandes ONG vont être présents, vont être accessibles pour pouvoir discuter avec eux de certains événements, vont être éventuellement aussi accessibles à l'espionnage ou à nos services de renseignement. Et donc le fait d'accueillir autant d'événements importants, puisque Paris est la première destination de congrès d'affaires au monde, en moyenne, ça peut dépendre des années, ça donne autant de moyens d'influence pour essayer de jouer, de peser un petit peu dans ces négociations, afin d'en retirer un menu avantage qui peut ensuite être profitable à la France, aux intérêts français ou économiques d'industriels français d'une manière ou d'une autre. En effet, ce patrimoine est un atout pour la diplomatie française, qui va aussi chercher à le marchander et à l'exporter. Non seulement, comme je l'ai dit, pour influencer des prises de décision, mais aussi pour jouer dans sa diplomatie internationale en l'exportant, comme on le voit avec l'ouverture d'antennes culturelles, dont la plus connue est le Louvre à Abu Dhabi, qui ouvre donc dans les Émirats arabes unis, pays qui cherche à accueillir des éléments prestigieux sur son sol afin de se légitimer, en miroir de ce que son voisin et rival qatari a fait en accueillant la Coupe du Monde de football, très grand outil de médiatisation qui donne de la visibilité mais aussi de la légitimité à un petit pays sur la scène internationale aux yeux de populations et d'opinion publique du monde entier. Bien sûr, si le Louvre Abu Dhabi vise davantage les élites, la Coupe du Monde de football vise davantage l'opinion populaire, mais
les deux peuvent être combinés et les politiques peuvent se superposer. La diplomatie française bénéficie donc d'un relais d'influence via la culture, qui influe aussi bien sur les élites que même l'imaginaire des populations d'autres pays, dont un des éléments les plus cinglants, les plus marquants de cette influence française sur la culture, qui donne donc aussi des relais d'influence diplomatique, est le thème central de ce troisième jalon, à savoir la gastronomie comme patrimoine immatériel, puisque le repas gastronomique français a été reconnu patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est donc notre deuxième sous-partie que l'on attaque en entrant dans le cœur du jalon, puisque en 2010, l'UNESCO décide de placer le repas gastronomique français, formulé sous ces termes, comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc cette catégorie de patrimoine culturel immatériel de l'humanité, c'est une catégorie créée en 2003 et qui a pour objectif de protéger le patrimoine culturel et les savoir-faire traditionnels de certaines cultures, patrimoine culturel donc qui est donc classé à côté d'autres sites et monuments historiques avec la même valeur. Autrement dit, on classe des éléments de culture immatérielle à côté de culture matérielle, comme les sites et les monuments historiques, qui eux aussi bénéficient, comme on l'a vu, de classement à l'UNESCO. Ce classement du repas gastronomique français, en ces termes, au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'aboutissement d'un long travail de lobbying opéré par la diplomatie française, qui se traduit par la création de l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation en 2002, institut en miroir de ce qui se faisait déjà en Europe et aux États-Unis, où on avait déjà des instituts de l'histoire de l'alimentation créés depuis les années 80. Et donc la France cherche à avoir sa propre institut sur son sol et l'a créé en 2002. Mais surtout, elle crée en 2008 la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, qui porte le dossier du patrimoine gastronomique français à l'UNESCO, dossier qui est constitué de plusieurs points, puisque ce dossier va insister sur plusieurs aspects. Premièrement, il va insister sur le rôle de la gastronomie française dans la cohésion et la vie culturelle des Français, afin de le faire valoir comme un véritable patrimoine immatériel. Mais ce repas gastronomique français s'appuie, selon le dossier de candidature qui a donc été validé, sur tout un nombre de rites caractérisés par la recherche de produits et de recettes de bonne qualité. Mais aussi par tout un tas d'étapes marquant la qualité de service française et les différentes étapes du repas, apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, digestif, avec toute une série de couverts dans la qualité de service, les nappes, le pliage des serviettes, les différents types de verres en fonction du type de boisson, etc., qui sont mis en avant comme des spécificités de la sophistication du repas gastronomique français. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, le terme gastronomique, qui marque par son étymologie la spécificité française du repas, mais aussi qui renvoie par le sens du mot à la qualité qui est censée incarner ce repas gastronomique français. Alors, pourquoi j'insiste sur ces points du dossier qu'il faut donc retenir, à savoir que le repas gastronomique français est censé marquer la cohésion culturelle des Français et marquer leur vie quotidienne, que celui-ci est marqué par des rites caractérisés par la recherche de bons produits et d'application de recettes sophistiquées, avec différents éléments de vaisselle montrant la qualité de service, mais aussi une sorte de rituel avec différentes étapes allant de l'apéritif au digestif. Car tout cela souligne la sophistication de la gastronomie française afin de lui donner une image de gastronomie haut de gamme, de qualité des produits de la cuisine française, mais aussi du terroir et donc de l'agriculture française, on va y revenir. Autrement dit, la France cherche à valoriser, comme je dis, la bonne qualité de ses produits agricoles et fait surtout par là, en tout cas espère faire de la pub pour la consommation de certains produits, notamment les apéritifs et les digestifs dont la France est un grand producteur et exportateur, c'est pas pour rien que je vous les ai soulignés, et pour un mode de vie à valoriser, marqué par la qualité de vie et des bons produits
bien évidemment produits et exportés par la France. En effet, ce classement à l'UNESCO, caractérisé par un dossier qui est soigneusement choisi dans ses éléments de candidature, et donc dans ce qui est valorisé ensuite à l'UNESCO, est un outil marketing inestimable pour l'industrie agroalimentaire française et l'agriculture française. En effet, l'agroalimentaire représente 3,5% du PIB français. C'est plus que le tourisme. Et c'est surtout un des premiers excédents commerciaux français, et un des tout premiers, si ce n'est le premier, pourvoyeur d'emplois dans les secteurs productifs français. En effet, l'agroalimentaire, la restauration et l'agriculture, à eux trois, sont le premier secteur pourvoyeur d'emplois en France tout court, tout secteur confondu, productif ou périproductif, ou touristique, ou culturel. Donc, si l'agroalimentaire joue un rôle clé notamment dans nos exportations, donc dans notre capacité non pas à avoir une bonne balance commerciale mais à en avoir une pas trop mauvaise, l'agroalimentaire additionné à la restauration et à l'agriculture, à eux trois, c'est de loin le premier poste pourvoyeur d'emplois en France. Et donc un tel outil marketing pour le valoriser, pour faire en sorte que les gens viennent consommer chez nous et dépensent donc des devises étrangères, ce qui revient en fait à des exportations en termes de balance des paiements, ou tout simplement achètent nos produits à l'étranger, donc favorise nos exportations, c'est inestimable, ça représente des milliards et des milliards, ça représente des éléments importants dans le PIB et dans le niveau de vie des Français, d'avoir des filières qui se portent si bien et qui ont un si bon marketing international, qui est assis par une reconnaissance comme patrimoine immatériel à l'UNESCO. Alors, petite pression de vocabulaire, par rapport à ce dont je viens de parler, l'agriculture, c'est la production de matières premières agricoles, ce qui peut inclure l'élevage. L'agroalimentaire, c'est les industries qui transforment les produits alimentaires, notamment issus de l'agriculture, pour cadrer les termes que j'ai dit avant. Or, en plus d'être un inestimable outil de marketing lié à notre premier secteur en termes de production, en termes de PIB, en termes de pourvoyeurs d'emplois, le repas gastronomique français classé à l'UNESCO joue aussi un rôle dans les négociations diplomatiques, puisque très régulièrement, les États-Unis imposent des taxes douanières sur les produits agroalimentaires et agricoles européens afin de faire pression dans les négociations commerciales avec l'UE. Un des exemples les plus connus, c'est lorsque les GAFAM, les géants du numérique américains, se voient réglementés ou taxés puisqu'ils font de l'optimisation fiscale pour ne pas payer d'impôts en Europe, à chaque fois, les États-Unis font pression en augmentant les taxes sur les produits agricoles et agroalimentaires européens. Mais surtout, peut-être plus important, le prestige de la gastronomie française joue un rôle pour valoriser le tourisme et le patrimoine français, puisqu'on n'a pas fini de parler des secteurs économiques porteurs pour la France. On a donc, comme je l'ai dit, l'agroalimentaire, la restauration et l'agriculture, le tourisme, mais aussi le luxe, qui est un des principaux secteurs industriels français exportateurs, lui aussi, puisque le luxe représente lui aussi 3% du PIB français, c'est-à-dire une part du PIB équivalent à l'industrie automobile ou à l'industrie aéronautique, aux avions. Donc le luxe représente une part du PIB aussi importante que Airbus ou que Peugeot et Stellantis. Stellantis, c'est Renault. Que Renault et Stellantis, pardon. Stellantis, c'est Peugeot et Citroën. Donc, les intérêts économiques sont gigantesques. 3,5% du PIB pour l'agroalimentaire, et si on l'additionne avec la restauration et l'agriculture, c'est de très loin notre premier poste pourvoyeur d'emploi. Ça joue un rôle clé aussi dans le marketing touristique de la France et dans le marketing du luxe français, qui bénéficie de cette bonne image de la culture française comme quelque chose de luxueux, de raffiné, de sophistiqué. Ça joue donc bien évidemment un rôle, comme j'ai déjà dit, pour la diplomatie française, rôle qui remonte à Louis XIV et Versailles. Puisque la cour française, dès Louis XIV, impose des normes qui se répandent dans le reste des cours européennes
et utilise les fêtes et les spectacles lors de négociations diplomatiques. Le repas fastueux jouant à chaque fois un rôle central dans toutes les rencontres et relations diplomatiques de Louis XIV jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait d'avoir un repas fastueux et prestigieux, c'est un moyen aussi de séduire, de mettre dans de bonnes conditions les représentants diplomatiques avant des négociations qui, elles, s'annoncent beaucoup plus ardues et serrées. Pourquoi je vous fais cette petite rétrospective historique? Mais tout simplement parce que si le luxe à la française se répand et devient un modèle en Europe à partir de Louis XIV, dont la cour de Versailles influe toutes les cours européennes à l'époque moderne, la Révolution française, elle, a provoqué l'exil de nombreux grands nobles hors du royaume. Grands nobles qui emmènent donc avec eux, dans leur bagage, leurs suites et leurs courtisans, et notamment leurs chefs cuisiniers, faisant que la Révolution française et l'exil des nobles voient les chefs cuisiniers de l'aristocratie française se répandre dans toute l'Europe, mettant en avant des repas luxueux qui accroît le prestige de la gastronomie française à cette occasion dans l'ensemble de l'élite européenne. Donc si la gastronomie française a une si bonne image, c'est que la Révolution française a vu l'exil des grands nobles dans toute l'Europe, emmenant avec eux leur chef gastronomique et donc leur savoir-faire, répandant cette image de la cuisine française comme une cuisine luxueuse. Et cette image nous est restée jusqu'à aujourd'hui. Elle joue encore un rôle dans la diplomatie française, mais aussi dans le marketing de secteurs économiques très importants pour l'économie française. Quitte à parler d'histoire, le 19e siècle, lui, voit le développement du nationalisme, mais aussi un certain nombre de consommations culturelles liées au développement de la nouvelle bourgeoisie qui se développe avec l'industrialisation. Donc nationalisme, c'est-à-dire la volonté de marquer son appartenance nationale, et une hausse du niveau de vie d'une partie de la population qui va donc chercher à consommer des éléments plus haut de gamme avec le développement de la bourgeoisie. Et ce contexte voit l'apparition en 1900, ça ne s'invente pas, du très célèbre guide Michelin. Alors qu'est-ce que ce guide Michelin? Le guide Michelin, c'était un guide qui était offert à l'origine lors de l'achat de pneumatiques Michelin, c'est pas pour rien, pneumatiques qui à l'époque étaient réservés à ceux qui traversaient la France en voiture ou en vélo. Autrement dit, les gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui peuvent se permettre, à une époque où les congés payés n'existaient pas, de prendre des vacances et de traverser la France dans un but purement touristique. Les gens qui achetaient des pneumatiques à l'époque, c'était des gens assez riches pour avoir des voitures ou des vélos, et donc pouvant se permettre de faire des excursions sans travailler, sans gagner d'argent, puisqu'ils étaient assez riches pour ne pas travailler plusieurs semaines dans l'année, et pouvoir dépenser cet argent en faisant le tour du pays, en faisant du tourisme. Et du coup, Michelin, qui leur vend leurs pneumatiques, commence à leur offrir des petits guides qui recensent les hôtels et les restaurants dans lesquels ils pourront s'arrêter lors de leur tour de France, lors de leurs vacances. Et ce petit guide, qui au début donc était simplement un produit annexe pour l'achat de pneumatiques pour les plus fortunés qui partaient en vadrouille visiter le paysage et le terroir français, devient avec le temps la référence internationale pour distinguer les restaurants haut de gamme. Puisqu'il s'est répandu en France puis en Europe. Et le guide Michelin aujourd'hui, c'est la référence afin de distinguer les restaurants haut de gamme, puisqu'il décerne chaque année un nombre d'étoiles ou de macarons dans le jargon aux grands chefs des restaurants les plus prestigieux du monde entier. C'est le guide Michelin qui fait le classement le plus reconnu, celui qui fait référence pour distinguer les plus grandes cuisines du monde entier en leur attribuant un nombre d'étoiles, parfois surnommé aussi un nombre de macarons, en fonction de la qualité de leur cuisine. On a donc une course au prestige entre les restaurants de luxe du monde entier. Restaurants de luxe que certains gouvernements cherchent à valoriser, notamment le gouvernement français, par diverses opérations marketing, comme par exemple l'opération Goût de France en 2018, afin d'organiser des repas gastronomiques à la mode dans le monde entier selon la mode française, donc de mettre le repas
gastronomique français à la mode dans le monde entier, avec une campagne marketing du repas gastronomique dans le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on valorise autant le repas gastronomique très haut de gamme, le repas gastronomique de luxe? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est une activité à forte valeur ajoutée dont les emplois ne sont pas délocalisables. Puisqu'il s'agit de faire des restaurants de luxe, on va pas produire les plats à l'autre bout du monde. On les produit en direct dans la cuisine. Et comme c'est une activité à forte valeur ajoutée, elle rapporte beaucoup d'argent. D'autant plus qu'elle attire les touristes de luxe, ainsi que les chefs d'entreprise, à venir passer des vacances ou des congrès en France plutôt qu'ailleurs, et donc dépenser leur argent, ce qui revient en fait à de l'exportation. Quand des touristes viennent dépenser votre argent en France, ça fait votre balance des paiements comme le ferait l'exportation, et aussi, comme je l'ai dit, attirer les éléments prestigieux avec les dirigeants de la planète, notamment des grandes entreprises, qui ont tendance à se réunir davantage en France, puisque la France, et notamment Paris, est la première destination de congrès d'affaires. Ce qui permet donc d'avoir une influence sur la prise de décision, puisqu'on les accueille sur notre sol et donc on peut plus facilement les approcher ou plus facilement réseauter que ne le feraient d'autres pays. Autrement dit, le repas gastronomique français, pour résumer tout ce que j'ai dit, est un véritable enjeu aussi bien économique que diplomatique pour attirer les congrès et les événements et rassembler l'élite de la planète en France, tout en développant des secteurs économiques très excédentaires au niveau de la balance des paiements française pour notre économie. Mais si cette gastronomie française a une telle renommée, c'est qu'elle s'appuie sur des bases solides. En effet, on a un véritable rapport de la société française à sa gastronomie. La gastronomie française a une particularité par rapport aux autres gastronomies. Particularité du moins mise en avant. En effet, la gastronomie française se caractérise par sa diversité. À l'inverse de cuisine d'autres pays, lorsqu'on vous évoque la cuisine chinoise, italienne, allemande, mexicaine, vous pensez tout de suite à un type de plats qui sont associés à ces cuisines. Alors que quand on parle de cuisine française, on n'a pas un type de plat en tête en fait. Il y en a des dizaines tout aussi variées. En effet, la cuisine française se caractérise par sa diversité, aussi bien d'aliments produits par l'agriculture française que de plats plus élaborés produits par notre restauration ou notre industrie agroalimentaire. Alors, quels sont les plats mis en avant dans la gastronomie française? Puisque si la gastronomie chinoise est très centrée autour du riz, la gastronomie japonaise autour du sushi, la gastronomie italienne autour des pizzas et des nouilles, la gastronomie mexicaine autour de viande hachée avec du fromage. La gastronomie française est extrêmement diversifiée. Mais on a quand même quelques stéréotypes qui se dégagent, même s'ils sont loin de faire une généralité. Tout d'abord, la gastronomie française se caractérise par des plats de viande en sauce, généralement avec des légumes, bœuf bourguignon, gratin dauphinois, etc., etc. Je vous ai mis quelques illustrations à l'écran, blanquette de veau. Et ces plats, ils ne sont pas anodins, puisqu'en effet, c'est un héritage. C'est un héritage de l'époque où la France agricole atteignait son maximum démographique au début de l'époque moderne. C'est-à-dire que pendant toute l'époque moderne, la France avait une sorte de stagnation démographique en ayant atteint à peu près le maximum que les techniques agricoles de l'époque lui permettaient de nourrir avec des surfaces agricoles entièrement occupées et cultivées. Ce qui a donc meublé un paysage agricole français marqué par le manque de place. Le manque de place qui favorise donc certains types de cultures, et notamment la céréaliculture, parce que les céréales sont une des plantes qui produisent le plus de calories à l'hectare, la viande de lait et la charcuterie. Alors qu'est-ce que c'est que la viande de lait? Tout simplement, c'est les animaux qui sont élevés non pas pour leur viande mais pour leur lait, et donc qui sont abattus en fin de vie. Autrement dit, leur viande est souvent plus dure, de moins bonne qualité, parce qu'on mange de la viande d'animaux âgés. Et donc pour les manger, on va davantage les faire mijoter pour ramollir la viande et les faire mijoter en les assaisonnant dans des plats en sauce. Autrement dit, historiquement, la gastronomie française en termes de viande se distingue de la gastronomie par exemple anglo-saxonne, caractérisée plutôt par de l'élevage dans des pâturages ou des enclosures.
où on ne cherchait pas à maximiser la production agricole à l'hectare, mais plutôt à développer une agriculture à forte valeur ajoutée. En France, à l'inverse, on a cherché, étant donné qu'on avait une saturation en population par rapport à ce que le territoire pouvait produire pour les surfaces agricoles disponibles au vu des techniques de l'époque, on cherchait à favoriser les productions les plus efficaces. Et donc on a favorisé les céréales et la viande, mais la viande de lait, qu'on abattait qu'une fois que tout le potentiel de l'animal avait été satisfait. En complément bien sûr de la volaille dans les basses-cours, et j'ai parlé du cochon, parce que viande très productive, et donc l'omniprésence de la charcuterie. C'est pour ça que la cuisine française est caractérisée par la viande, mais la viande qu'on mijote pendant longtemps dans des plats en sauce, puisque c'était des viandes plus dures à l'époque, c'était des viandes de lait, qui étaient abattues quand elles ne fournissaient plus de lait. Beaucoup de plats à base de céréales, d'où le pain, et énormément de charcuterie, puisque le porc est très productif en termes de rendement et peut être nourri avec des déchets agricoles que l'humain ne va pas manger. Donc beaucoup de plats en sauce avec des légumes pour assaisonner, beaucoup de céréales et de plats comportant du pain, et énormément de charcuterie avec le porc. Et aussi un peu de poulet, mais c'était plus de la viande de basse-cour, le poulet. Donc en complément à la ferme. Autre type de plat caractéristique de la gastronomie française, étant donné qu'on a énormément de montagnes en France, territoire sur lequel il n'est pas possible de faire de la céréaliculture et donc de l'agriculture très productive à l'hectare, mais plutôt des pâturages, on va faire paître des bêtes, et ce qui n'est pas incompatible d'ailleurs avec la viande de lait dont je vous parlais, puisque je parle bien évidemment des élevages de lait, encore une fois, qui vont produire de très nombreux fromages. En France, on a favorisé la viande de lait sur la viande de chair, donc on a énormément de lait à disposition. On a de nombreuses zones montagneuses avec des bêtes qui sont en pâturage, là où on ne peut pas faire de la céréaliculture très productive. Productives sont les standards de l'époque, attention, on ne parle pas encore de l'agriculture productiviste. Et du coup, on a énormément de régions qui ont des traditions gastronomiques avec des fromages, puisqu'on compte jusqu'à 1200 variétés de fromages différents répertoriés en France, la plupart étant justement protégés par des AOC ou des AOP, dont je vous ai déjà parlé. Et donc, on a de nombreuses cuisines, notamment dans les régions montagnardes, basées sur le fromage, la raclette, la ligo, la fondue, en plus de l'omniprésence du fromage, puisqu'il y a 1200 variétés de fromages différents en France, de tout type. Vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas le fromage français, vous pouvez dire que vous n'aimez pas certains types de fromage français. Ça va de la viande ayant maturé, du fromage ayant maturé très odorant, au fromage à pâte dure, mais aussi au fromage frais. Vous avez une très grande diversité, il y en a pour tous les goûts. Et enfin, comme j'ai dit, c'est la diversité. Or, en France, on a aussi une très grande diversité de plats régionaux, étant donné que, historiquement, le Royaume de France, contrairement par exemple à ce que pouvaient être les zones germaniques ou italiennes, ne regroupe pas une ère culturelle, mais plutôt l'ère sous la suzeraineté d'un même monarque. Et le Royaume de France, historiquement, regroupe des aires culturelles variées, allant des aires culturelles germaniques en Alsace, des aires celtes en Bretonne, une culture, disons, du Nord, avec là aussi des spécialités, des différentes cultures du Sud, qui étaient différentes à l'époque que dans la langue, puisqu'on parlait la langue d'oc ou l'occitan, qui ont aussi leurs spécialités. Donc on trouve aussi tout un type de plats qui sont des spécialités culturelles atypiques, correspondant aux différentes régions, ayant des cultures d'origine très différentes au sein du royaume, puis de la République française, qui les assimile au moment de la Troisième République. Sans oublier bien évidemment les plats aussi des territoires d'outre-mer qui viennent ajouter, encore une fois, quelque chose à cette diversité culturelle avec la cuisine et la gastronomie créole. Mais on ne peut pas parler des spécialités françaises sans mentionner quelque chose de très important que j'ai déjà mentionné dans l'économie, l'agriculture, l'agroalimentaire et la gastronomie française. Il s'agit bien évidemment de l'alcool, puisque la France est un grand producteur de spiritueux, de divers types d'alcool, et notamment, mais pas que, et de très loin, le vin, qui est une des vitrines de l'héritage gastronomique français. En effet, il y a de très nombreux terroirs viticoles en France, et au-delà même des zones qui ont un terroir à appellation protégée, quasiment toutes les régions de France ont une économie viticole.
de sorte qu'on a un poids fondamental des lobbies de l'alcool au Parlement européen, puisque tous les députés, à part ceux des grandes villes, sont dans des circonscriptions où ils ont des électeurs et une partie de l'économie qui est basée sur la viticulture. Ce qui explique d'ailleurs que les campagnes de prévention contre l'alcool sont très souvent annulées ou raccourcies face à une pression du milieu viticole français, et cela malgré la baisse inéluctable de génération en génération de la consommation d'alcool, mais aussi aux évolutions des habitudes de consommation, puisque depuis 2023, la consommation de bière a dépassé pour la première fois la consommation de vin en France. Là, l'héritage gastronomique français est-elle menacé? Ce n'est pas à moi d'en juger. Mais toujours est-il que le vin et l'alcool de manière générale, et on a de très loin, qui ne s'arrête de très loin pas au vin, est très importante dans l'économie alimentaire française et dans les exportations françaises. Et pas que pour le haut de gamme, mais là aussi, les vins les plus haut de gamme sont souvent français, au premier rang desquels le Bordeaux et bien évidemment le Champagne. Cet attachement à son patrimoine agricole par les Français, à son patrimoine culinaire et agricole, se traduit par un engouement des Français lors des manifestations culinaires, et notamment lors des salons et des manifestations culturelles, puisque le salon de l'agriculture est le salon qui accueille le plus de visiteurs en France, avec régulièrement des pics à plus de 600 000 entrées en un week-end, auquel il faut ajouter plein de petits salons, comme par exemple, proche de chez nous, le salon Mer et Vigne, qui a lieu tous les ans au Parc Floral de Vincennes. Donc un soutien des Français qui se traduit lors des manifestations culturelles, mais aussi lors des manifestations politiques, puisque l'on voit un soutien très important de la majorité de l'opinion publique française lors des manifestations des agriculteurs, secteur régulièrement en crise et qui manifeste régulièrement contre son étouffement économique tous les 2-3 ans, l'année où je tourne cette vidéo ne faisant pas exception. Et cela se traduit donc par une opposition régulière de la France aux différents accords de libre-échange avec des grandes puissances agricoles. Puisque l'accord de libre-échange avec les États-Unis, le TAFTA ou TTIP en anglais, a échoué, non pas à cause de ça, mais la France en a profité pour l'achever, notamment sur les questions agricoles, et que l'actuel accord entre l'Union et le Mercosur voit une très très forte opposition de la France qui ne veut pas voir son secteur agricole couler, ce qui entraînerait derrière elle une partie de son secteur agroalimentaire, voire à plus long terme du tourisme et du luxe, avec en plus d'une forte dégradation du niveau de vie et de la consommation des Français, puisque des produits de moins bonne qualité viendraient simplement baisser la qualité de ce qu'ils mangent et affecter leur santé. Et cela se traduit par la réclamation régulière, jusque dans la classe politique, d'une exception culturelle agricole, en référence à l'exception culturelle que la France défend lors de certains accords de libre-échange pour avoir l'autorisation de faire du protectionnisme sur son économie culturelle, notamment le cinéma et le théâtre, qui contribue d'autant plus à l'échec des accords de libre-échange dont je vous ai déjà parlé. Autrement dit, la France a un très fort soft power culinaire avec des enjeux économiques pris au sérieux par les autorités qui ont décidé de s'investir, notamment dans le classement à l'UNESCO du repas gastronomique français, classement qui est complété par la création de cités de la gastronomie qui ont pour but d'assurer les engagements français pris lors du classement de la gastronomie française à l'UNESCO. Alors cette cité de la gastronomie, il s'agit de l'ouverture d'antennes à partir de 2013 dans 4 villes, à savoir Dijon, donc en Bourgogne, Lyon, Paris-Rungis, Rungis étant le principal marché de grossistes de France pour les professionnels, et Tours, avec des succès variables, puisque par exemple à Lyon elle est fermée, puis elle réouvre finalement qu'en 2022, donc pour l'instant c'est un succès limité, et on voit que c'est surtout un outil, encore une fois, de marketing pour le tourisme français afin de valoriser des lieux. Là aussi, comme on pourrait le faire avec le tourisme muséal dont on a déjà parlé dans ce thème. Mais ça s'arrête pas là, puisque en 2022, on remet ça,
Nouvel outil de soft power culinaire français à l'UNESCO, avec le classement du savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette en France. Là, encore une fois, surtout à des fins de communication, pour du marketing touristique, entretenant encore une fois une image traditionnelle de la France, avec les clichés de la baguette pour attirer les touristes et faire du soft power, choses qui sont pas toujours en phase avec les évolutions des habitudes de consommation. Les Français consommant de moins en moins de baguettes, même s'ils en restent très friands en comparaison d'autres pays. Alors, il faut quand même noter que la France n'a pas le monopole, puisque depuis 2010, d'autres pays ont obtenu la reconnaissance de leur patrimoine culinaire, la bière belge, les pizzaiolos italiens, la cuisine japonaise du yashoku, etc., etc., mais qu'on a quand même un refus de l'UNESCO, de certains classements jugés trop commerciaux, comme le vin de Bourgogne ou la charcuterie corse, qui là, sont vraiment vus comme des campagnes marketing pour certains types de produits.